Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On va faire une émission d'analyse un peu rapide aujourd'hui puisque c'est l'intérêt pour moi sera donc de vous présenter les scénarios que je vais suivre de très loin la semaine prochaine en vacances puisque j'ai bien l'intention d'en profiter et de ne pas passer mes journées à faire des analyses le matin, le soir, le machin. Donc ça va être quelques alertes de placer sur des gros niveaux techniques et donc ce sera le contenu de cette semaine, de cette émission donc, qui va clôturer la semaine et on va d'abord commencer rapidement par le Bitcoin. Donc sur le BTC, je pense qu'on tente malgré tout de tenir un petit bottom doucement mais sûrement. On a ici un joli triangle de réaction de prix détecté par sine wave sur une belle structure de prix divergente. Maintenant, il faut voir les prix retourner chercher la résistance encore une fois, sinon la divergence ne restera que potentielle. Il faut donc arriver ici puis valider la divergence. Donc activation de la divergence puis validation sont les deux étapes que je veux voir venir. Donc sur le BTC, ma prochaine alerte se trouve ici, c'est-à-dire franchissement de la résistance. C'est la seule condition pour laquelle je remettrai à nouveau des renforts dans ce marché. Je vous l'ai donné hier, j'ai pris un renfort par là. Je vous ai dit j'invalide si on casse le bottom, on ne l'a pas cassé. Donc on reste sur ce marché. Pour ma part, j'y reste. J'ai donc mis à jour mon, mon schéma qu'est-ce que j'allais dire, fourchette d'Andrews, c'est-à-dire que je pense qu'ici on peut d'ores et déjà valider ce bottom. Donc je m'attends maintenant éventuellement à des petits pullbacks possibles, mais je m'attends surtout à ce que maintenant on se redirige vers des scénarios un petit peu plus acheteurs et achetables dans cette phase de prix. Donc voilà, vague de hausse, vague de baisse, on a donc tout ce qu'il faut pour se projeter vers un canal haussier. Donc voilà à peu près la tendance que j'attends sur les prix au sein de la vague 3. Donc je m'attends à une vague 3 quand même assez punchy. Et donc toujours ces mêmes zones de target. Donc en termes de rythme, hein, ça nous donne quand même potentialité d'avoir, là ça nous donne une arrivée a priori en termes de timing vers ici. Ce qui nous fait le 20. Donc ça voudrait dire que là ça nous prendrait une semaine et demie pour arriver à la target. Donc comme je l'avais pressenti, entre guillemets, une semaine de range sur cette semaine. Je pense qu'on va venir terminer à l'équilibre. J'aimerais qu'on vienne terminer par là ce dimanche avec donc au moins une mèche basse. Je vous remontre ce que ça fera en hebdo. Donc voilà, en hebdo, le truc c'est qu'on a donc fait un pullback ici. Je veux voir donc du coup le marché finir avec une mèche basse, ce qui nous traduira donc ici une vague 1, une vague 2, et je veux donc voir effectivement une belle vague 3 suivante pour aller chercher et franchir marginalement les résistances, pour aller donc chercher celle qu'on a vue, c'est-à-dire la petite résistance qui se trouve légèrement au-dessus de ce niveau-là, donc ici, et c'est là où je prendrai mes bénéfices, donc vers les 7 900 $. En daily, on est toujours sous quelque chose d'assez moche, je vous rappelle, donc le cycle bear qui pour l'instant continue, mais on a bien ici la mèche basse de stabilisation. Je veux donc maintenant voir le marché faire un avalement haussier de cette structure mèche basse. On est bien avec un momentum haussier en pullback sur la trail line. On a bien cassé le momentum vendeur ici, hein. Allez, hop, on a cassé la trail line vendeuse. Maintenant qu'on installe une potentielle tendance haussière, je veux voir une réaction de momentum, c'est-à-dire je veux voir si possible ce soir notre momentum faire ça et venir ici. On voit que l'oscillateur est déjà en train de réduire la force de la phase baissière, donc je veux voir maintenant un avalement haussier. Peut-être pas nécessairement aujourd'hui si vous voulez, mais ce serait bien qu'on passe pas trop de temps ici, je vous l'avais dit. Donc ce serait vraiment chouette que par exemple ce soir on ait un avalement haussier. Je demande pas forcément qu'on remonte ici, mais je voudrais juste qu'on vienne ici, déclencher du coup mon renfort à 6426, et si on clôture comme ça, je pense que là ce week-end on va avoir un week-end haussier et qu'on risque de se retrouver lundi dans les zones de prix ici, c'est-à-dire sous le gap très probablement. Ce qui nous ferait donc la clôture weekly que j'attends, c'est-à-dire une clôture weekly avec une grosse mèche basse. Je m'attends donc, j'aimerais bien avoir une clôture dimanche ici vers les 6400, voire carrément tout en haut, c'est-à-dire directement sur les 6007. Et alors là, si on fait ça, c'est énorme mèche basse et la semaine prochaine sera clairement purement haussière. Ça, évidemment, c'est l'option numéro 1. L'option numéro 2, c'est que on reste là jusqu'à dimanche. Là, c'est plutôt moche. J'ai tendance à dire que le risque, c'est que la semaine prochaine, on ait une grosse semaine baissière avec invalidation du scénario spéculatif BTC. C'est donc à venir, mais quand je vois qu'on déclenche des patterns bullish sur le momentum, ça m'invite à penser qu'au bout d'un moment, on va quand même réussir à retrouver un petit peu de flux haussier sur ce truc-là. Même si, je vous rappelle, pour l'instant, je pense que ce sera un flux dans un premier temps technique. Pour moi, avant de considérer qu'on aura vraiment marqué un bottom de fin de cycle, enfin de fin de crash sur le Bitcoin, il faudra vraiment réussir à passer les 10 000 $ et ce ne sera pas chose facile. Voilà pour l'ensemble des cryptos. Je suis très confiant sur IOTA, qui me semble donner des signaux assez intéressants.
IOTA qui aurait donc terminé sa vague ABC, qui serait donc d'ores et déjà en train de se réorienter vers des signaux acheteurs avec un momentum haussier. Et voilà, je veux voir laquelle de ces deux trailline va céder. Donc j'aimerais bien voir ici, hop, un momentum se réorienter à la hausse, casser la trailline et installer prix et momentum haussier pour retrouver un semblant de tendance haussière sur le IOTA. Je vous rappelle qu'en inversion de tendance, d'abord on y va tout doux, on y va tout mou, et après on commence à verticaliser un peu les mouvements. Donc je ne m'attends pas à un départ en vertical non plus. Donc ça reste toujours spéculatif, hein, je vous le rappelle, sur l'ensemble de ces scénarios. Allez, on passe au dur, au gros du sujet. Le Nasdaq, sommet historique, est-ce que ça passera, est-ce que ça passera pas? Je ne vous le cache pas immédiatement, hein, on va y aller. Voilà, on est bien ici sur des grosses trendlines. On vient tester des gros niveaux techniques. Il n'y a pas 50 options ici, hein. Soit Wall Street ne prend pas les bénéfices, ça veut dire qu'il n'y a pas de demande vendeuse, et comme on a raclé les vendeurs, hein, les spéculateurs vendeurs, on s'est déjà fait baiser la gueule, nous. Donc je pense qu'il y a des stops encore de vendeurs, mais il y a surtout, je pense, plus de vendeurs dans ce marché, et c'est le gros danger. Je vous dis, puisque quand on est dans un marché où il n'y a plus de vendeurs, le risque c'est que si les acheteurs sont averses au risque, et autant vous dire que pour l'instant ils font tout pour nous montrer que c'est le cas à Wall Street, le risque c'est de rentrer dans des phases de bulle, c'est-à-dire un marché où il n'y a plus de demande vendeuse, et où dans ce cas-là on va chercher les vendeurs toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Donc je vous dis des pricing complètement verticales, des phases verticales complètement folles, et évidemment derrière des distorsions de prix complètement irrattrapables, ou comme je vous dis, en fait si on rentre dans la bulle, c'est qu'on aura passé la phase de non-retour, ou tout simplement derrière on signera la fin du cycle économique très rapidement, puisque ces bulles généralement s'effondrent sur elles-mêmes très rapidement. Donc à surveiller, mais si on lance une bulle sur la fin de l'année, je pense que 2019 sera l'année du crack, et on verra tout ça. Voilà. Donc à surveiller, savoir si Wall Street continue ses conneries. Quelles sont les choses qui m'invitent à penser que ce ne soit pas le cas? C'est-à-dire le fait que le VIX ne parvient pas pour l'instant à casser ses bottoms, hein. Vous voyez, ça tente, mais ça ne parvient pas. Donc je m'attends à ce que le VIX nous fasse cette structure-là, c'est-à-dire un bottom, mais qu'on reste au-dessus de ça. On a cassé le plus haut ici, c'est typique d'un schéma assez dangereux. Je vais vous le marquer en weekly, vous le verrez très bien. Regardez, en fait, à chaque fois que le VIX casse une résistance, c'est qu'il fait une vague 4. D'accord, regardez dans les constructions. C'est hop. Ah, là on casse un tout petit peu, mais on ne casse pas la précédente. Donc là, sous vague 4. Du coup, il se passe quoi sur la suivante? Bam, vague 4 de degrés supérieur, vague 4 de degrés supérieur en 2006. Donc là, en fait, ici, vous voyez, on a eu un cycle de 3 phases de hausse qui terminait les vagues 4 de la vague étendue, c'est-à-dire la vague QI et compagnie. Donc là, il fallait acheter sans jamais se poser de questions ici. Là, il fallait se dire, ok, on arrive sur le moment où le mouvement haussier a été bien tiré, il faut commencer à encaisser des bénéfices. Et je vais vous mettre le S&P, vous allez voir la visibilité du truc, c'est complètement fulgurant. Hein, ouais, donc vous voyez, en fait, à partir de ce moment-là, vous dites, ok, donc là, il va falloir commencer à réduire un petit peu la voilure, c'est-à-dire qu'on a fini la phase complètement verticale. Mais on reste acheteur, hein, on est sur des sous-vagues 4, de multiples décomptes. Donc on attend, hop, vague 4 du décompte supérieur, on reste acheteur, mais là, on sait qu'on va plafonner. Hop, vague 4 de degré majeur, là, on sait qu'on a terminé la phase tendancielle du cycle économique, qui restera donc une cinquième et dernière vague de hausse, mais qu'il faut rester acheteur ici. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, tout le monde paniquait à ne plus en pouvoir. Moi, j'étais un des seuls couillons à dire qu'il fallait rester acheteur des indices. Pas là, hein, mais ici. Donc voilà, ici, il y avait une très très belle structure. On va plus bas sur le S&P 500, le VIX n'y allait pas. Ici, c'était tout donné de passer acheteur sur le S&P 500. Voilà, donc là il fallait repasser acheteur, c'est là où moi j'ai acheté le DAX et le S&P 500, et après c'est là où moi j'ai commencé à me calmer. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh putain, on est déjà en train de préparer des vagues 4 éventuellement, du coup je vendrai éventuellement les prochains sommets. C'est à partir de là, moi, que j'ai commencé à prendre un biais vendeur sur les indices américains. Il se trouve que là, du coup, on a lancé une tendance qui pour moi est complètement folle, parce que normalement, on n'a pas à trouver autant de phases de hausse après une phase tendancielle. Normalement, ici, cette vague 5, elle aurait dû être plus courte que ce qu'elle ne l'est. Elle est très longue, mais attention, ça c'est quoi à votre avis? C'est une sous-vague 4, ça veut dire que là, on est maintenant dans la vague 5, dans la 5 de 5 majeure. Donc là, c'est terminé, je veux dire. Et si vous allez zoomer encore un peu plus, voilà, on vient de casser une résistance, qui veut dire qu'ici, on a très probablement une vague 4. Donc, on a une sous-vague 4 de vague 5, de vague 5. Donc là, c'est en gros, on est en train de faire, on serait potentiellement là en train d'avancer au sein de la vague 5, de vague 5. Voilà. En gros, là, c'est le dernier mouvement haussier de Wall Street.
Si ce que je vois là, c'est ça. C'est-à-dire que là, la prochaine fois qu'on revient chercher des supports, c'est que tout simplement, on aura trouvé le sommet historique du S&P 500 et que derrière, on se dirigera d'abord dans une phase baissière, puis des pullbacks. Rappelez-vous, on ne retourne jamais les tendances directement. Sauf quand il y a des bulles, et là pour l'instant moi je vois pas de bulle, c'est-à-dire là il y avait une bulle, donc là il y a eu retournement brutal. Moi ce que je vois par contre c'est que Wall Street là ils peuvent essayer de grappiller un peu, et puis pam, partir dans des phases de range, pullback, et après bear market. Moi, c'est ça que je price toujours, c'est ça que je trade toujours. Et là, ce que je viens de voir, cette phase haussière sur le VIX, elle m'invite surtout à penser que maintenant, on va avoir des creux et sommets ascendants, enfin qu'on peut faire une nouvelle phase de baisse, hein. On peut très bien même aller casser ce bottom-là, ce ne serait pas très grave, revenir chercher les 10. Tout ce que ça me dit, c'est que là, c'est la dernière vague. En daily, là, la prochaine fois que le S&P 500 me donne des signaux de vente, c'est pour moi la vente mensuelle. Donc, c'est-à-dire game over, fin du scénario pour Wall Street. On aura le sommet du cycle économique, je pense. En tout cas, moi, c'est ce que graphiquement, ça semble me sous-entendre, que là, on fait des vagues 5 et qu'il n'y a qu'une histoire maintenant. Maintenant, la seule incertitude pour moi, c'est le timing, c'est-à-dire quelle sera la durée de la phase avant qu'on vienne casser ce niveau-là de volatilité. Voilà. Ok, donc à surveiller, mais pour moi maintenant, la volatilité, dès qu'elle se remettra à casser des résistances, c'est parce qu'on se dirigera vers la formation du bear market tout doucement. Et je vous rappelle, c'est pas un truc, le bear market, c'est pas un truc, c'est pas comme un bouton on/off. Le bear market, c'est d'abord on range, et puis après on se rend compte qu'au final, on n'arrive plus à casser les bornes hautes du range, qu'on casse au contraire les bornes basses, et c'est là où on se rend compte au final qu'on est en bear market. Moi évidemment, je pense que c'est ce qui nous attend, mais je pense que pour l'instant, Wall Street l'a pas encore vraiment imprimé. Donc patience, c'est toujours mon scénario. Côté FX, évidemment, tout est foutu en l'air à cause de ça, hein, parce qu'il y a des distorsions induites sur tous les corrélés à ces scénarios indiciels, puisque comme on est en fin de tendance, il y a des hedging qui se mettent en place, parce que ceux qui achètent les actions, ils savent bien qu'il faut se protéger de ce risque-là. Donc ils se protègent un peu comme ils peuvent, et les montages sont de plus en plus complexes et dangereux. Voilà, donc les scénarios que je surveille, moi c'est évidemment toujours l'euro-yen GBP-USD. GBP-USD en pullback aujourd'hui, donc je pense qu'on a d'ores et déjà terminé ce cycle acheteur, malgré moi. Je viens de le voir tout à l'heure en fait, hein, je ne le voyais pas venir parce que, bon voilà, mais en fait on l'a eu ici, hein, vague 1, 2, 3, 4. C'est juste que moi ici du coup, je me serais attendu à des vagues beaucoup plus longues, mais on a bien ici un schéma de décompte haussier, hein, puisqu'on voit bien l'overlap 1, 4. Ce qui veut dire qu'ici on a bien 1, 2, 3, 4, 5 et on aura donc éventuellement terminé ici. On est en train de faire les deux vagues consolidantes. Je m'attends donc à ce que les supports par là trouvent preneur. Une fois qu'on aura ces supports, on pourra mettre les fourchettes d'Andrews pour spéculer sur le prochain cycle de hausse, c'est-à-dire j'attends la formation du prochain bottom. Voilà, et après derrière, on pourra avoir, je pense, de belles vagues 3 assez puissamment haussières. Donc voilà, je pense que là, on est dans la phase où on cherche d'ores et déjà le timing de la vague 2. L'invalidation, bien entendu, n'est plus ici pour ma part, mais sous le bottom, puisqu'on a une structure vague 1, vague 2. On ne doit pas casser le bottom de la vague 1, sinon c'est que mon contexte n'est pas bon. Je reste donc pour l'instant attentiste et j'attends la formation d'une vague 3. Je l'anticipe comme étant de degrés plus ou moins équivalents à la 1, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura trouvé le bottom, il faut déjà trouver cette chose-là. Voilà. Après, je pense qu'il faudra se projeter. Je pense que ça va se produire pas trop loin, hein, je pense que c'est à peu près par là. Je pense qu'il faudra se projeter vers des targets de type 127. Donc vous voyez, je vois bien cette zone-là effectivement étant comme un bon potentiel pour trouver donc nos targets GBP. Donc pas cette zone-là m'intéresse pas. Mais vous voyez, 127, ça nous permet de casser cette zone résistante sans aller bien loin. Et ici, effectivement, on voit qu'on avait quand même un gros level. Je m'attends donc sans grande peine à ce qu'on aille chercher ce niveau. Ma target est donc légèrement ajustée. Je vais également changer ma zone rouge pour la mettre ici. Voilà. Donc j'attends et je m'attends donc à une vague 3 de degrés équivalent. Donc une vague 3 qui ne viendra pas chercher le haut de ce canal, mais une vague 3 qui viendra donc normalement chercher la médiane. Donc en termes de timing, ça nous fera à peu près ça. Voilà. Un timing, je vous rappelle que ce n'est pas un truc prévisible. Donc voilà, ça nous ferait probablement à la fin de l'année,
fin de l'année, pardon, fin du mois, mi-juillet, début septembre, pour éventuellement trouver un prochain sommet sur le GBP pour des petits encaissements. Derrière la vague 4, très courte et en pullback parfait normalement, c'est-à-dire qu'on reviendra chercher du support sur cette zone-là, ici, des 1,33, le niveau 23% Fibonacci, et donc derrière, alors là, on va quand même noter le 38, hein, qui n'est pas inintéressant, c'est pour ça que je vois quand même que la zone pourrait aller ici, parce qu'on a quand même le niveau technique 38%, à voir, hein, voilà. Et donc derrière, après, je pense qu'on sera en pullback sur le 23,6 et que là, on se dirigera sans grande peine vers des schémas haussiers pour aller chercher les 1,46, 1,47 sur le GBP. C'est toujours le scénario que je traite pour l'instant jusqu'à invalidation potentielle. Je suis toujours sur des leviers spéculatifs. Alors non, j'ai un peu de levier parce que j'ai pris des renforts. Donc là, il va de soi voilà, que le stop pour moi doit être là, hein, parce que sinon, je suis au-delà. Là déjà, si ça invalide, je crois que je lâche 2%. Hein, ça me fera mal, mais c'est comme ça. Hein. De toute façon, pour l'instant, je suis en série noire. Et c'est comme ça. Même chose sur les scénarios silver et gold. On est en train d'essayer d'invalider les double bottoms. C'est pour moi la dernière chance. Hein. Il faut que ces double bottoms tiennent. Si ici on casse tout ça, je ne vois pas franchement l'intérêt, puisqu'on est déjà en train de traiter ce support-là. S'il cède, pour moi j'invalide. Je ne vois pas pourquoi le silver irait casser ce support-là. Il n'y a plus rien en dessous. Normalement, on doit le maintenir. Donc j'en attends. C'est ce que j'attends. Je veux voir donc les métaux précieux se soutenir. J'ai un signal qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'on est bien en cycle bullish. Et la bougie d'hier a clôturé, c'est-à-dire qu'elle est clôturée en survente. Je ne veux donc pas de clôture daily sous ce niveau-là. Sinon, je commence sérieusement à m'inquiéter. Donc voilà, vous voyez qu'aujourd'hui, ça travaille. On essaye le pullback. J'aimerais bien aujourd'hui une bougie avec une messe basse pour pouvoir donner un sentiment haussier dans les prochains jours. Même chose pour le gold, hein, qui joue la bêtise. Lui aussi, il veut péter son support juste pour faire chier le monde. Mais ce qui est certain, c'est que si ça ne cède pas, là, pour le coup, il va y avoir un joli contre-pied bullish qui va se mettre en place. Donc attention à ça pour l'instant. Je pense que le marché va chercher à nous former une divergence. C'est-à-dire que là, comme on est repassé par la neutralité, je pense que le gold a toute probabilité d'aller casser juste pour faire chier. Hein, je vous dis, voilà, c'est pas pour aller bien loin. Je pense qu'on ira que chercher la zone des 1230. Mais c'est pour déclencher des stop-loss, en fait, je pense tout simplement que ce marché essaie de se purger. Par contre, j'aimerais vraiment qu'il soit pris à contre-pied. C'est-à-dire que là, pour une raison X, Y, quelque chose claque, le marché explose à la hausse et vient invalider le breakout pour prendre à contre-pied tous ceux qui vendent le gold. Mais évidemment, ça, c'est ce que j'aimerais voir. Et pour l'instant, le marché ne me donne pas raison. Hein, on est bien dans un marché bien bear avec un gros mean reversal affreux. Vous voyez là, signaux haussiers et bam, invalidation, signaux baissiers. Moi, je pense que ça nécessite un pullback ici. Maintenant, voilà, ce que vous avez compris, c'est que Wall Street fait tout pour drainer les capitaux vers les actions. Donc, tous les actifs qui sont corrélés et liés au risque, comme le gold et les autres métaux précieux, évidemment, Wall Street fait tout pour que vous n'alliez surtout pas sur ces actifs-là. On veut que votre pognon reste sur le dollar et sur les actions pour attirer un maximum de capitaux sur le continent américain. Le problème, c'est que les capitaux, ils sont sur le continent américain et que le jour où le risque va se matérialiser, tout le pognon va se barrer de là où il est, c'est-à-dire du continent américain. Et vous le savez, en fait, accumuler des capitaux, c'est bien. Je vais vous faire une dernière petite parallèle. Qu'est-ce qui crée la dépression chez l'être humain? C'est-à-dire que vous avez des gens qui peuvent déprimer, qui vont avoir un sentiment de déprime alors que tout va bien dans leur vie, hein, d'accord, tout va bien. Pourquoi? C'est parce que généralement vous avez eu une phase d'euphorie qui a précédé. Et c'est ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel, c'est-à-dire que au final vous allez avoir un sentiment de déprime, tout simplement une baisse de momentum, en fait une baisse de rythme parce que vous vous étiez habitué à être tellement heureux et euphorique pendant une période assez sensible que en fait toute dégradation de ce sentiment euphorique est perçue comme quelque chose de négatif, voire de déprimant, alors qu'en fait tout va très bien dans votre vie. Vous avez probablement un bon job, voilà, mais en fait vous allez avoir un sentiment de déprime parce que vous êtes moins euphorique qu'avant. Donc voilà, il va falloir faire attention, c'est-à-dire que l'euphorie à Wall Street qu'on a maintenant, je sais d'ores et déjà qu'elle précède une phase de dépression complètement affreuse qui va les toucher. Tout simplement une récession, hein, voilà, on ne va pas y aller par quatre chemins. Il y a une récession qui arrive aux États-Unis, on sait juste pas quand. Tout ce qu'on sait, c'est que la phase d'euphorie actuelle est tellement énorme à Wall Street que je vous raconte pas la déprime qui va suivre si jamais on part dans une phase récessive. Entre guillemets, les investisseurs américains, ils vont pleurer, hein, ils vont pleurer leur race, et comme chez eux c'est limite un culte le marché, je vous rappelle que chez eux, tout le monde, de près ou de loin, a plus ou moins un investissement en actions, puisque tous les fonds de pension sont traités sur le marché. Donc il faut faire attention à ça, hein, c'est-à-dire que si on va vers une récession, c'est probablement la ruine
ruine de l'économie américaine derrière, puisque les récessions chez eux, ils les vivent toujours très mal. Et je vous dis, si en plus de ça, on a une récession dure et profonde, et j'aime autant vous dire qu'ils ne vont pas apprécier ça. Donc voilà, c'est pas cool, hein, mais je sais, j'aime pas être le mec qui vient casser l'ambiance. Mais encore une fois, je préfère être, j'aime pas faire partie de ceux qui sont les derniers dans une soirée. Hein, voilà, quand tout le monde est bourré et qu'il faut rentrer chez soi, comme je vous le dis souvent, au bout d'un moment, vous avez les imbéciles qui pensent que la fête peut durer ad vitam aeternam, et vous avez les gens intelligents qui vont juste rentrer se coucher chez eux pour mieux recommencer la fête le lendemain, éventuellement. Voilà, moi c'est vraiment ça l'attitude que j'ai en ce moment. Wall Street, je trouve que c'est complètement fou ce qu'ils font en ce moment. Je les laisse faire la teuf, hein, clairement. Moi là, je quitte la partie. Je regarde et éventuellement je surveille, voir si on n'a pas risque de choper quelques cadavres sur la route, hein, parce que là, moi, je vois des mecs complètement bourrés qui disent ouais, non, ouais, c'est la fête, elle continue. Voilà. Bon, au bout d'un moment, ces mecs-là, j'espère pour eux qu'ils prendront pas le volant. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, allez, parenthèse refermée. Donc les scénarios en suspens, il ne faut pas aller au-delà de ça. C'est un scénario que vous connaissez. Je vous invite encore une fois à ne pas surinterpréter le message que j'envoie dans ces émissions. Je ne vous parle pas de vendre Wall Street, je vous parle de vendre spéculativement, c'est-à-dire avec des petits leviers, uniquement pour les gens qui ont un peu d'expérience et qui veulent s'y risquer. Ce sont des scénarios extrêmement risqués, clairement contre la tendance majeure qui est toujours haussière. Maintenant, ce sont des vagues 5, de vagues 5, de vagues 5. Donc pour moi, on est au bout. C'est clairement pas la vague qu'il faut vous amuser à acheter. C'est la vague où, par contre, il faut surveiller tous les signaux de retournement pour se mettre en face quand ça arrivera. Maintenant, on ne peut jamais maîtriser le timing. Donc si vous êtes débutant, je vous recommande de clairement pas suivre ces scénarios. Si vous avez un peu d'expérience et que vous voulez prendre un peu de risque, faites-le si vous le voulez. Attendez de respecter la stratégie, c'est-à-dire attendez quand même d'avoir des signaux qui vous permettent de trader, et surtout ne mettez pas de levier et ne tenez pas les positions. C'est impossible de tenir les positions vendeuses dans ce contexte. Voilà, alors maintenant on passe dans la fin de cette émission sur la partie où je vais donc vous donner les niveaux d'alerte que je vais placer pour la semaine prochaine. Donc il y a évidemment le GBP-USD, hein, alerte en invalidation si ça casse le support, je vais devoir alléger, voire sortir ce scénario. L'euro-yen, je le surveille, lui je vais le cartouchasse, mais je vais y aller cordialement et je ne vais pas faire semblant. On arrive déjà donc dans ma fameuse zone rouge. Je m'attends quand même à ce qu'il y ait une petite poursuite probable. Maintenant, regardez en daily, si le momentum commence à se déstructurer comme ça, je pense que ça peut devenir intéressant assez vite. Moi, de toute façon, le contexte daily reste bear, d'accord ? Pour moi, c'est bien baissier ici. Je ne vois pas de raison. On a eu un cycle de TP ici. D'abord, rappelez-vous, les cycles de TP, en général, on vient toujours les casser. Donc là, je vous avoue, je suis quand même assez stupéfait de voir que celui-là, on le tient impeccable. Mais je vous dis, c'est la logique Wall Street. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on a quelque chose qui peut permettre de réduire le risque pour attirer les capitaux sur les actions, Wall Street saute dessus. Donc voilà, tous les scénarios qui permettaient de limiter le risque, ça a fonctionné impeccable. Donc l'euro-yen, comme c'était un fort marqueur de risque, évidemment, Wall Street s'est empêché. Enfin, les investisseurs, c'est pas que Wall Street, mais c'est vrai que c'est une dynamique qui est instiguée par Wall Street. Il est clair que voilà, tout le monde s'est mis à suivre les tendances haussières euro-yen, alors que c'est un actif qui est purement baissier, hein, et qui, à mon avis, a de gros potentiels baissiers à suivre. Voilà, hein, au bout d'un moment, je vous dis, le risque, s'il revient à Wall Street, vous pouvez être certain que l'euro-yen sera en première ligne pour en bénéficier. Donc j'attends et je surveille les signaux de faiblesse. Vous savez comment parle l'euro-yen à chaque fois, c'est-à-dire qu'il ne prévient pas. Regardez, on peut très bien avoir une journée comme hier, ici, là, une belle journée haussière, et là, pourtant, aujourd'hui, on peut très bien finir là, ce soir. Donc je vous ai prévenu, ça peut claquer à tout moment maintenant Wall Street, c'est qu'une question de timing. C'est-à-dire que là, il faut vraiment avoir des alertes, et il faut avoir un scénario bien construit dans sa tête pour que dès que ces alertes se déclenchent, vous ne passiez pas 3 heures à analyser le marché, est-ce que je vends, j'achète, je vends, je machin. Non, ça doit être clair et net. Vous recevez l'alerte qui vous dit l'euro-yen a sonné sur le niveau de support. Vous regardez si vous avez des signaux vendeurs. Si vous en avez, il faut vendre. Moi, je ne vais pas y aller par 50 chemins. Pour moi, c'est prêt à être bear. On est bien dans la zone de retournement. On est bien en train de faire le schéma ABC. On peut pousser maxi jusqu'à 132,30, 132,40. Je pense qu'on n'ira pas plus loin que ça. Moi, j'ai déjà mis des ordres conditionnels ici. C'est-à-dire que si on me donne ce prix, je le prends quoi qu'il arrive. Maintenant, je commence là d'ores et déjà à me positionner sur des scénarios à recherche de vente, c'est-à-dire que là, j'attends de trouver des signaux vendeurs. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Regardez, il n'y a rien, hein. On a le TP, mais il n'est pas validé au momentum. Le momentum, il a validé ici en divergence, c'est-à-dire sur ce prix-là. Donc là, il n'y a pas de momentum OK. Je m'attends donc ici à un bon pullback
assez profond et éventuellement une petite dernière poussée. Et moi, je mise beaucoup sur ce niveau-là. Je vais d'ailleurs y mettre une alerte immédiatement. Donc 131,84. Si ici j'ai une confirmation momentum dans mon cycle TP, je pense que je prendrai une vente sur l'euro-yen. Je reprendrai les ventes, c'est-à-dire que je repasserai en levier sur ce scénario-là. Pour l'instant, donc, et après derrière, une fois qu'on sortira de la zone spéculative, c'est-à-dire pour moi la validation se fera ici, c'est-à-dire que si ça vient là et qu'on se remet à casser les supports, là je peux vous dire qu'ici je repasse sur des leviers 4, 5, 6 et que derrière je veux un effondrement littéral de l'euro-yen. Je vais aller mettre l'alerte, elle y est déjà, ah non. Ah oui, j'ai mis une alerte sur cette trendline. Voilà, donc déjà j'aimerais qu'on vienne toucher cette trendline aujourd'hui pour valider effectivement la sous-vague 4 et derrière je voudrais bien voir la vague 5. Donc voilà, je m'attends ici à ce qu'on vienne là, qu'on range un petit peu, qu'on fasse une dernière poussée. Donc peut-être encore quelques jours à la hausse, le temps de laisser à Wall Street la visibilité, c'est-à-dire le temps de laisser à Wall Street un plafonnement assez lisible. Vous voyez, je m'attends à ce qu'on fasse une fin un peu comme ça là, voilà. Là, brutalement, un bon gros retour pour marquer bien le retour du risque. Derrière, on remonte, on se stabilise, et puis d'un coup, boum, on repart. Sauf que cette fois, on ne s'arrêtera pas comme ça. Hein. Là, on partira, bam, direct, tout droit. On viendra chercher la zone bleue, c'est-à-dire que ça fera un trade vendeur là-dedans. Bam, traversée complète. Ici, un premier encaissement, un petit rebond, et on se casse la tendance par le bas. Ouais, le schéma, c'est vraiment ça. Hein. Dans le schéma de range, ici, je pense qu'on vend. On vient ici, on traverse complètement verticalement la dump zone, on vient chercher ici assez lentement cette zone-là, on vient chercher un support, on remonte 50% de la dump zone et on la franchit par le bas. Voilà pour moi le schéma que j'ai mis en place pour l'instant sur la partie euro-yen. C'est ce que je m'attends à voir, un schéma qui vient donc nous amener vers la target max et après terminer. Dans un beau schéma ABC et on aura terminé la structure ending diagonale, donc ici avec un ABC, non pardon, là la grosse là, hein, donc une première vague de baisse, deuxième, deux consolidations, vous voyez, ABC, 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 ABC. Et là derrière terminé, je pense qu'on pourra s'arrêter sur les phases de baisse sur le yen. En tout cas, ici, il faudra quand même penser à encaisser des petits profits. Donc voilà, un silver gold, l'euro-yen à surveiller la semaine prochaine. La UDNZD, honnêtement, pas de souci. Lui, heureusement qu'il est là. Hein. Sinon, j'aurais le compte assez rouge. Même si c'est pas bon, hein. Je ne suis pas du genre à cacher mes pertes, hein, ça je vous le dis. En ce moment, il est clair que là, il y a eu une série absolument rocambolesque de gains stratosphériques au début de l'année. Bah, là, c'est une série noire. Hein. C'est de toute façon, comme je vous dis, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une partie de chance dans le marché. Et bah, pour le moment, là, il va que j'ai franchement pas beaucoup de chance, c'est-à-dire que pour l'instant, la plupart de mes scénarios spéculatifs sont invalidants ou invalidés, et du coup, c'est pas génial ce qui se produit pour moi en ce moment. C'est clair que là, j'accumule les pertes spéculatives à coût de 1, 2, 3%. Là, je me prends quand même un gros drawdown, hein, c'est-à-dire que ce qu'on appelle drawdown, c'est la phase de baisse sur le compte, et en fait, elle s'arrête. Ce qu'on appelle un max drawdown, c'est le moment où vous arrêtez de perdre et vous reprenez un cycle haussier, un cycle de gain. Pour l'instant, là, c'est vrai que j'enchaîne pas mal les pertes et je vous dis heureusement que la UDNZD est là pour combler ces pertes. Hein, mais du coup, ce qui est con, c'est que j'ai la UDNZD qui performe et pas mon compte, puisque du coup, j'ai en face de ça toutes les pertes spéculatives qui s'enchaînent les unes après les autres. Donc j'attends. Hein, ça m'empêche pas de spéculer, encore une fois. Hein, les séries noires, ça m'empêche pas de continuer. Mais j'espère maintenant quand même, au bout d'un moment, sortir de cette série noire et retrouver quelques scénarios en validation. J'espère peut-être le Bitcoin, et puis j'aimerais bien le GBP-USD. C'est le genre de scénario que j'aimerais bien voir se valider. GBP et Euro-Yen, j'aimerais bien les voir retourner dans le sens que j'attends d'eux. L'autre chose que je vais surveiller, c'est donc ça, c'est-à-dire l'indice dont je vous ai parlé hier, l'indice Fangat, c'est-à-dire Facebook, Amazon, Netflix, Google, Apple, Tesla. Donc voilà, à quoi ressemble l'indice Fangat? On va le mettre en daily. Voilà, je dézoome bien, hein, voilà le truc. Donc ici, vous avez bien la phase bien plate, hein, c'est-à-dire la phase de préparation tendancielle, départ de la tendance. Donc, vous voyez, là c'était consolidant Wall Street. Hein, je vous rappelle que c'est le moment où Wall Street consolidait. Là, 2015, première phase de baisse, 2016, deuxième phase de baisse. Le secteur tech avait d'ores et déjà annoncé qu'il voulait jouer le rôle leader dans la dernière phase de hausse, la fameuse vague 5, et ça n'a pas raté. Hein, regardez la performance derrière. Donc là, le creux de 2016. Tout le monde achète. Là, c'est l'élection de Donald Trump. Et voyez bien les catalyseurs. Hein. Donc là, le marché était peu euphorique sur la partie S&P 500. Allez, on va comparer au S&P 500. On va mettre SPX. Hein, voilà.
voyez bien, hein, ici, là, le secteur... attendez, non, je vous dis n'importe quoi en fait. Ah oui, d'accord, elle était là, la première phase de baisse. Ok, donc la première phase de baisse, la consolidation, c'est-à-dire que là, vous voyez, Wall Street, eux, ils n'ont pas du tout baissé ici, ils étaient restés carrément haussiers. C'est-à-dire que la consolidation sur le secteur tech ici avait été complètement annihilée. Donc ici, le dernier bottom, une belle phase de préparation tendancielle, la belle phase d'entrée en tendance, Donald Trump qui devient le catalyseur pour rentrer ce secteur en phase de bulle, tout simplement parce qu'il y avait les promesses fiscales de rapatriement du cash qui a énormément concerné le secteur tech, qui leur a permis tout simplement de rapatrier le cash pour permettre les rachats d'actions, hein, puisque c'est le secteur tech est le secteur dans lequel il y a eu le plus de rachats d'actions. Donc qu'est-ce qui permet cette forte tendance à Wall Street? Deux choses. Des résultats qui sont bons, hein, ça on ne peut pas le dire, mais qui sont très probablement en train d'arriver et d'atteindre le plafond de verre. On va le savoir sur la prochaine saison de résultats, et je pense qu'elle va surprendre Wall Street. Et c'est surtout qu'il y a un niveau historique de rachat d'actions sur le secteur, et notamment donc sur ces fameuses FANGAT. C'est-à-dire que là, en fait, vous avez des investisseurs qui disent « Ah ouais, non, mais moi, du coup, même si je perçois le risque, je préfère me couvrir ailleurs, sur des scénarios complètement fous, où je vous dis ça va essayer de vendre du gold et des trucs comme ça, pour essayer de générer du cash, pour que si jamais ça tombe, il n'y ait pas de perte associée à ça. Mais entre guillemets, le raisonnement en ce moment, c'est de dire non, non, là, tous ceux qui possèdent des FANGAT, on ne peut pas en sortir parce que eux-mêmes rachètent leurs propres titres, donc autant ne pas les vendre. Voilà. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Moi je pense que c'est une logique extrêmement dangereuse qui n'a que deux sorties. Soit on va partir dans une phase de bulle complètement folle, mais vraiment folle, et derrière ça va devenir très sanglant. Ce sera la fin en fait du cycle économique, donc des cracks énormes à venir sur les valorisations tech. L'autre option, c'est que c'est déjà fait, c'est-à-dire qu'on a déjà la phase verticale ici, que là on a juste ce qu'on appelle la phase de retour de volatilité. Et que là, on est donc en train de faire la dernière vague, celle qui généralement plafonne, hein, c'est-à-dire là, ici, tout le monde pense euphorie type Bitcoin, alors que là, en fait, on serait aux 20 000 $ du Bitcoin, c'est-à-dire en train de plafonner. Et derrière, ce qui nous attend, c'est le décrochage brutal du secteur tech. Donc, il faut bien être conscient que le catalyseur, c'est les publications d'entreprises. On ne va pas y aller par quatre chemins. Hein. Là, ce sont les publications d'entreprises de ce trimestre qui vont définir soit l'entrée dans la phase de bulle, soit tout simplement le crack. Et voilà. C'est pour ça que donc, je surveille tout ça. Malheureusement, je me barre en vacances alors que les techs publient la semaine prochaine. C'est donc the big scénario pour moi. Et ça m'énerve. Hein. Ça me casse les couilles parce que honnêtement, me barrer en vacances alors que ce scénario, je le surveille depuis des semaines et voire des mois, et que là, je pense qu'on arrive sur le moment critique où on va décider, c'est-à-dire soit la bulle, soit l'effondrement. Voilà, il faudra des alertes. Donc il faut excessivement bien dimensionner ces trucs-là, être conscient que donc sur le secteur FANGAT, donc vraiment les leaders du secteur tech, on est sur une structure assez dangereuse et assez plafonnante. Le momentum ici a déjà cassé la ligne de tendance, ce qui veut dire qu'en général, quand on a ça, on fait un nouveau plus bas sur le momentum et en plus on casse la trail line. On est quand même allé assez loin, hein. On est allé ici chercher une valeur de moins 60 sur le momentum, c'est pas mal. Donc ça, c'est typique d'une sous-vague 4, ce qui m'invite à penser qu'ici on a fait 1, 2, 3 étendues, 4, qu'on est en train de faire la 5. Donc ça veut dire sous-vague 5 de sous-vague 5 de la sous-vague 5 du cycle économique. C'est-à-dire que là, théoriquement, on est en train de vivre les derniers instants, théoriquement, de nos amis FANGAT, sauf si un catalyseur arrive, c'est-à-dire de bonnes publications de résultats. Si les publications de résultats sont très bonnes, pourquoi pas phase de bulle. L'autre option, je vous dis, ça déçoit, les investisseurs se délestent, et alors là, dès qu'on commence un signal baissier, c'est terminé. Donc quel est le niveau de prix que je surveille? C'est là. Si FANGAT vient casser ce support-là, ne serait-ce que revenir le chercher. Hein. Pour moi, ça revient chercher le support, c'est game over. Donc ici, je pense qu'il faut surveiller clairement cet indice. Je vous donnerai, et je vous le mettrai dans la description, mais voilà, c'est tout simple. Hein. Facebook, Netflix, Amazon, Google, Apple, Tesla, voilà, ça fait FANGAT. Je l'ai pris, je l'ai divisé par 100 hein, pour éviter d'avoir, mais voilà. Très simplement, je pense que ce truc-là, en cas de chute, c'est minimum, on vient casser le support. Généralement, on revient chercher le support de la phase volatile, on le casse, et on casse même généralement le support précédent. C'est-à-dire que moi, j'envisage qu'on va casser ce support-là. Et ici, vous voyez bien qu'on avait des gaps. Hein, ce sont les fameux gaps d'Apple et compagnie.
Voilà, donc les gaps de la précédente saison des résultats. Et je pense que tout simplement, c'est ici qu'on va se rediriger. Donc notez bien ça. Et je pense que c'est ici qu'il faudra réengager des rachats, des positions vendeuses, des Fangat. Celles que je possède toutes, hein, voilà, pour la plupart, je les ai dans le portefeuille à la vente, celles-là. Et je pense qu'on se rapproche potentiellement du bout de ces trucs-là. Donc si ça déclenche, ça fait quand même une baisse. Hein, voilà, donc ici, ça nous ferait monter un peu plus. Hein, la vague 5 doit dépasser la 4. Ça veut dire qu'il y a quand même un tout petit peu de potentiel. En gros, ça va spéculer au mieux pour vous amener le plus haut possible avant les résultats. Et ensuite, c'est soit les résultats permettent le passage dans la bulle, soit ça déçoit. Et je vous dis, tout le monde vendra ces merdes hors de prix. Et ce sera probablement des chutes de valorisation de l'ordre de 30% sur le secteur Fangat, c'est-à-dire les leaders de la cote. Et j'aime autant vous dire que, vu leur pondération dans les différents indices, tous les indices à Wall Street se prendront un gros choc. Donc c'est le scénario à surveiller. Encore une fois, je ne suis pas visionnaire, je ne sais pas du tout ce qu'il en est et ce qu'il en sera. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, théoriquement, si j'applique la stratégie, on va faire une analyse, mais attention, c'est sur un indice. Donc là, on ne prend pas le prix Mais vous voyez, on va juste essayer de voir si la vague 3, elle a bien terminé. Voilà, bien chercher proche d'un 161. Donc là, théoriquement, on est dans le schéma où on cherche la vague 5. Et elle a de fortes chances de venir se produire donc par là, c'est-à-dire une petite phase de hausse encore à Wall Street, quelques jours de hausse, voire attention, la vague 5 peut très bien aussi faire 618, voilà, en plus on y est, donc le voilà. Attention à ce que ça ne fasse pas juste un faux départ, voilà, et que ça plante, hein. Ça peut très bien être le 0,618, généralement comme il est plus bas que la sous-vague 4, enfin que la 3, généralement on ne le met pas à ce niveau, mais là voilà, faites attention à la structure double bottom ici, double top ne serait pas inenvisageable. Regardez où est ce sine wave, il est bien oscillant, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un marché en tendance. Là, il y a eu la phase de tendance, là, on a bien oscillé. On retrouve des oscillations. Attention à ce que ce marché n'installe pas un momentum baissier. C'est-à-dire si ici, par exemple, on remet une petite journée de hausse ou deux, là, dès qu'il y a avalement baissier sur ce truc-là, normalement, ça peut signer la fin du scénario. Je vais même mettre une alerte ici. Hein, donc on va mettre... hop. Est-ce qu'il y est pro alerte là? Ouais, hop. Donc je veux une clôture sous le plus bas du jour précédent. Même j'ai envie de dire là la cassure d'un plus bas précédent. Ouais, voilà, on va faire ça et on va pas mettre wait for bar close, c'est-à-dire que là je vais déclencher l'alerte immédiatement. Donc ça nous ferait pro alert only once per bar, voilà, cassure plus bas daily Fangat. Voilà, donc si on a ce truc, si j'ai cette alerte là qui déclenche, je commencerai à me poser des questions. C'est qu'on sera probablement en train de préparer la sous-vague 1 du retournement. Hein. Là, normalement, on ne doit plus casser le plus bas des chandeliers daily, c'est-à-dire que le secteur Fangat doit performer, et dès qu'il va casser le plus bas du chandelier précédent, c'est probablement qu'on aura le pré-signal de vente. Et moi, derrière, je vous dis, c'est là où je vais renforcer tous mes Apple, Tesla, machin. Je passerai sur des renforts sur l'ensemble de ces secteurs-là, et probablement prendre une petite vente Nasdaq, puisqu'il va de soi que parmi tous les indices, si Fangat se démonte, c'est le Nasdaq qui partira en crack. Hein. On est bien d'accord là-dessus, je pense, vous et moi. Et à ce moment-là, le gold sera évidemment un déclenchement. Hein. C'est-à-dire, moi, là, le moment où ça déclenche, c'est le moment où j'aurai probablement des achats de gold à faire, des ventes de Nasdaq, en gros positionnement sur tous les actifs risqués, yen compris. C'est-à-dire que là, voilà, le yen, c'est le dernier scénario que je surveille. De toute façon, regardez, en fait, tout est prêt pour que ça se passe très mal à Wall Street la semaine prochaine. Donc, attention, graphiquement, tout est prêt pour switcher en mode risk-off, c'est-à-dire sortie du risque et revente, entre guillemets, et profit warning sur tout le secteur tech et achat d'actifs refuges, c'est-à-dire yen, gold et compagnie. Il y a l'autre option, comme je vous dis, où au final, les résultats sont bons, mais il faut un catalyseur. Le catalyseur, c'est clairement les publications de résultats. C'est là que va se jouer tout le biais à Wall Street, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui gêne, tout ce qui est gênant, tout ce qui est négatif, et on va parler après du pétrole, Wall Street préfère complètement effacer ça. C'est-à-dire, encore une fois, on a des risques énormes, des choses complètement cataclysmiques. On terminera sur le pétrole, c'est absolument énorme ce qui est en train de se passer là-dessus. Et Wall Street écarte ça d'un revers de la main absolument hallucinant.
Tout simplement parce que voilà, Wall Street a mis bien ses œillères et se dit, bon ben voilà, moi je veux regarder tout ce qui peut être haussier. Aujourd'hui, le seul truc qui peut me permettre d'être haussier, c'est de très bons résultats sur les secteurs tech et notamment sur les FANGAT, qui pourraient me permettre de créer une bonne grosse bulle spéculative. Et Wall Street, clairement, la veut. C'est-à-dire que Wall Street fait tout pour regarder ce qui est positif, mais c'est le dernier renfort positif. Maintenant, c'est noir sur tous les autres scénarios. Le yen, il est vraiment sur un prix tellement attractif que ça en devient hallucinant de voir le yen réussir à casser un plus bas trimestriel. Hein, voilà. Donc là, attention, on casse le plus bas trimestriel. Il n'y a pas 50 options. Soit ça, c'est un fake breakout, c'est-à-dire on passe un petit peu de temps ici, on retrouve très rapidement des acheteurs et derrière, on retraverse et on fera une sortie haussière également. Et la sortie haussière, elle se fait là. Donc j'aime autant vous dire que si le yen ici, il ne parvient pas à installer une tendance baissière et que pire, il prend un contre-pied, c'est-à-dire si on ne parvient pas à casser ce support-là, et je pense qu'on ne le fera pas, et qu'ici on trouve un support, si on se redirige vers les résistances, le yen il fait vraiment ça. Il fait vraiment et réellement ça derrière. C'est-à-dire qu'il ira chercher l'extension au-delà de la vague A, c'est-à-dire un point C, donc il faudra aller casser ça. Et moi j'ai ce niveau-là en tête qui m'invite à penser qu'on peut sans grande peine aller chercher à peu près là, voire ici les 111 sur le yen. Et je vous rappelle que ça fait quand même 10 à 20. Bon là ça me paraît un peu loin celui-là, mais celui-là me paraît tout à fait probable, 15% de hausse sur le yen. Hein. Et je vous dis, ça, les indices, ils vont le sentir passer. Encore une fois, tout est prêt pour que les indices baissent de 15 à 20%. Maintenant, on verra quelles sont les publications d'entreprise, puisque c'est le dernier catalyseur aussi que Wall Street peut se mettre sous la dent. Mais encore une fois, soyez conscients que derrière, tous les risques que Wall Street écarte sont bien là. Pour la plupart, ils se manifestent. Hein. La guerre commerciale, on est en plein dedans. Le pétrole, ça devrait être un truc qui, normalement, c'est énormissime ce qui se passe. On va en parler, donc je vous le dis. Donc tous ces risques-là, comme ils ne se sont pas détendus, Wall Street les a accumulés. On ne regarde pas. Mais attention, si ça se passe mal à Wall Street et qu'on voit tous les risques d'un coup, je vous dis, c'est une baisse ligne droite qui les attend à Wall Street. Hein. Donc ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des pullbacks. Ce sera brutal si jamais ça change. Ce sera un vrai switch de psychologie de marché. Et c'est ce qu'on a de toute façon dans une vague 5. Hein. Dans une vague 5, le marché, en général, voilà, là on a fait des phases bullesques, on a concentré les capitaux, donc il ne faut pas vous attendre à une fin de marché type rounding bottom, bien visible, où on fait comme ça pendant des mois avant de se diriger éventuellement vers le bear market. Moi là je pense qu'on est dans un marché qui va se retourner brutalement, et après installer des ranges qui à terme installeront le bear market. Donc voilà, Vanguard c'est fait, on termine sur l'US Oil, c'est le dernier du jour, donc voilà, hein, même chose, un truc comme ça, c'est pas possible. Normalement, un truc comme ça ne peut pas. Voilà, quand vous regardez, de toute façon, la corrélation est assez évidente. Hein. Ouais. Donc là, on a pétrole et US haussier, la grosse phase de risque. Vous voyez, hop, la dernière fois, le pétrole avait suivi la phase de baisse. Ici, donc, la phase de hausse, la phase de reprise, fin de tendance. Je vous avais dit que le pétrole, dans la zone 75-80, il faudrait chercher à le vendre. Il est venu chercher à mettre voilà, en fait, ça vend le premier prix. Et je vous dis, je suis un peu blasé parce que j'aurais aimé prendre ce truc-là. Et maintenant, on est complètement hors zone spéculative. Mais voilà. Et là, vous avez Wall Street qui complète, voilà, les décorrélations complètes de Wall Street. Là, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Le pétrole a toujours suivi les cycles de Wall Street, ou plutôt Wall Street a toujours suivi les cycles du pétrole. Là, non, voilà. Là, c'est non, fuck off. Moi, je suis haussier. Donc voilà, vous avez décorrélation complète. Là où, à chaque fois que le pétrole monte, ici, Wall Street était consolidant, mais c'était à cause de la Chine. C'est-à-dire que là, Wall Street voulait monter, hein. Là, Wall Street voulait clairement suivre le pétrole, mais comme il y a eu la Chine et les consolidations en zone euro et tout ce qu'il faut, et la trade war, voilà, là c'était, oh mon Dieu, c'est le maximum qu'on a réussi à consolider. Et voilà, là normalement, la chute de 5% sur le pétrole, ça, normalement à Wall Street, on aurait dû être là, hein, c'est-à-dire qu'on aurait dû se prendre un cataclysme. Je vous rappelle qu'ici, en plus, il y avait les tarifs, c'est-à-dire qu'on se prend pétrole plus tarif le même jour. Wall Street fait quoi? Il annule complètement tout ça le jour suivant pour venir clôturer tout en haut. Non mais on se calme ou quoi les gars? Là voilà, moi je pense que c'est grave ce qu'on est en train de faire à Wall Street. Et je vous dis, ça ne peut se faire que par le biais de, en gros, tout va bien se passer pour la saison des résultats et on va pouvoir déclencher la bulle. C'est ce que pense Wall Street. Attention, si les résultats ne sont pas là, vous savez ce qui se passe. Moi je pense qu'il n'y a que des spéculateurs de court terme qui achètent ce marché et que ça imprime des prix.
mais que ces prix n'ont aucune valeur, et je pense malheureusement que les résultats vont être soit en attente du consensus, soit certains pourraient même tomber en dessous. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment vont se comporter les prix, en sachant que ceux qui achètent pour l'instant, je pense, achètent du package, c'est-à-dire achètent de l'ETF. Et ce qui veut dire que si on voit un ou deux gros qui font tomber les prix des ETF, j'ai peur que les gens revendent le package total, c'est-à-dire après avoir acheté tout à Wall Street, on risque de vendre tout à Wall Street, c'est-à-dire tout simplement des chutes brutales de valorisation parce que les mecs relâchent leurs ETF, revendent les ETF en perte, qu'on soit bien d'accord. Pour la plupart, ils vont les avoir achetés sur les sommets et puis quand ça va commencer à chuter violent, il y aura un gros renfort de stop disponible. Ça, c'est l'analyse qu'on a fait hier. Je ne change pas là-dessus. Si ça plafonne à Wall Street et qu'on se redirige vers cette zone-là, c'est là où se déclenchent tous les stops, c'est-à-dire que tous ceux qui ont acheté cette phase spéculative vont commencer à déclencher les stops à break-even. Ici, c'est les stops de moyen long terme et derrière, je pense que ici, il y a la zone de stop de long terme et je pense que c'est ici qu'on se dirige. C'est-à-dire qu'on aura donc une vague 5 terminée, clôturée, avec donc un marché en... Qu'est-ce qui se passe là? Ok. Un marché en mode game over, c'est-à-dire on va déclencher les stops un à un sur les différentes zones de risque, c'est-à-dire voilà, ici il y a de gros stops à déclencher, ici il y a d'énormes stops à déclencher et je pense que Wall Street va se diriger vers ces zones de liquidité à terme. Pour venir tout simplement exécuter tout ce volume-là, après avoir chassé les stops des vendeurs. C'est comme ça que ça fonctionne dans un range en fait. Après avoir stoppé les vendeurs, on va stopper les acheteurs. Seulement, je pense que le volume acheteur est bien plus conséquent que le volume vendeur. C'est-à-dire que là, on essaie de monter tant bien que mal, mais on n'a pas assez de vendeurs, c'est chiant. Il faudrait plus de vendeurs pour avoir plus de stops et pour pouvoir créer cette jolie bulle à Wall Street. Donc, on va voir. Voilà. Et ça se joue la semaine prochaine. Pour être clair, je pense que ça se joue la semaine prochaine dans les publications des techs. C'est là que tout va se jouer. Vous voyez que l'euro-yen, ça se tend là. Je préfère être franc, ça commence sérieusement à se tendre sur la partie euro-yen. Donc faites gaffe, moi je sens que le switching est déjà en train de se mettre en place à Wall Street. On se protège avant tout ça et pourtant vous voyez que les valorisations indicielles continuent de monter. Donc faites très attention à ce jeu dangereux qui est en train de jouer Wall Street. Voilà. Sinon, voilà, ça c'est absolument magique. Donc on y est. Je renforce les Bund. On est venu m'offrir le prix que je voulais. Je pense que c'est le dernier push, tout simplement. Je m'étonne que les Bund repartent en négatif. Donc voilà. Je pense qu'on est sur le dernier prix intéressant sur les Bund. Je rachète donc et je renforce mes Bund. 25% de la position. Je vous rappelle qu'on reste sur des leviers spéculatifs, mais clairement, je renforce mes Bund aujourd'hui. Je pense qu'on va arriver au switching, c'est-à-dire le moment où tout simplement on va avoir des taux et des indices, des taux haussiers et des indices baissiers en zone euro. Je pense qu'on arrive au point de rupture, c'est-à-dire le moment où le marché va enfin se projeter vers la sortie du QE, c'est-à-dire lutter contre la banque centrale, c'est-à-dire que quand bien même elle va acheter les Bund, la banque centrale, le marché va les vendre et je m'attends à ce que ça se mette en place. Voilà. Je vais répondre à vos questions. Alors, tu es tombé du lit pour nous. Ah oui, c'est vrai, hier je me suis levé un peu plus tôt que prévu. La revue sur le pétrole, on vient de la faire. Donc il faut faire extrêmement attention. Les implications en réel en fait, du pétrole, ce qui s'est passé, pour la petite histoire, donc c'est un gros transformateur pétrolier chinois qui a annulé une commande auprès d'un fournisseur américain et qui lui a donné pour explication que cette entreprise craignait des mesures de rétorsion chinoise sur la tarification, une mesure tout simplement de taxes sur le pétrole américain. Voilà. Alors là, j'aime autant vous dire que c'est un truc... ça, évidemment... je vous ai toujours dit, moi, que les joueurs de Go, que les Chinois auraient toujours 2 coups d'avance sur les Américains. Que tout simplement, ils n'ont pas du tout la même psychologie. On voit bien la méthode de Trump, c'est good cop, bad cop, c'est-à-dire moi j'arrive, je tape du poing sur la table, je joue le méchant, puis derrière j'envoie mes négociateurs pour résoudre les problèmes. Et comme moi je demande 15, quand derrière en négociant j'arrive à obtenir 7,5, c'est parfait. Et il a compris, Trump, que arriver demander 10, t'obtiens 5, arriver demander 20, tout le monde te prend pour un imbécile, mais au final t'obtiens peut-être un petit peu plus que ce que tu aurais pensé.
Voilà, il faut vous dire un truc, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle de l'unilatéralisme, et ça plaira jamais à une psychologie asiatique, tout simplement parce que la psychologie asiatique, elle voit multilatéral, elle ne pense que multilatéral, et pour eux, l'unilatéralisme, ils voient ça comme du short-minded, c'est-à-dire ils voient ça comme une faiblesse d'esprit que d'être égoïste. Alors ça, évidemment, bon, il faut être allé dans les pays asiatiques pour comprendre ça, mais voilà, ça c'est bien ancré dans la psychologie et la philosophie asiatique. C'est que évidemment tout ce qui est individualisant et unilatéraliste, c'est vraiment vu comme une faiblesse d'esprit. Donc autant vous dire qu'en ce moment, tous les dirigeants chinois regardent les Américains et Donald Trump en se disant mais qu'est-ce qu'il est con celui-là, on va jouer un peu son jeu, mais on va préparer nos cartes et puis on va lui mettre une grosse raclée le moment venu. Et je vous ai dit que ça ne tarderait pas à arriver, je pense. Et donc là, on commence à avoir les pré-signaux, c'est-à-dire que vous voyez, quelle est la méthode de négociation américaine? C'est vous avez donc Donald Trump qui arrive et qui dit « Ok, vous voulez jouer à qui a la plus grosse sur les tarifs, vous voulez répondre sur mes tarifs, et bien comme vous avez que de toute façon 150 milliards de biens importés américains, je vais vous taxer 200 milliards, comme ça vous ne pouvez pas faire mieux que moi. » Voilà, ça c'est la méthode de négociation de Donald Trump. Évidemment, derrière, il envoie tous ses ambassadeurs pour négocier le truc. Ça marche avec les Européens, mais ça ne marchera pas avec les Chinois, hein, je préfère vous le dire direct. Les Chinois, ils ont des armes de destruction massive complètement folles pour tuer complètement l'économie américaine. Et au bout d'un moment, je pense qu'ils vont commencer à doucement activer les leviers, voir comment réagissent les Américains. Et s'ils continuent à faire du rentre-dedans, comme Donald Trump est en train de faire, au bout d'un moment, ils vont lâcher les vannes. Et puis là, je vous dis, derrière, c'est game over. Tout simplement parce que aujourd'hui, la Chine consomme énormément du pétrole américain. Je vous dis, s'ils le taxent, ils vont aller faire quoi, les Chinois? Ils vont aller se fournir en Iran ou ailleurs, chez tous les opposants, en fait les opposants. Il y a bien deux blocs aussi au niveau de la production de pétrole, et ça c'est très clair. Vous avez la partie qui est plutôt liée à l'Asie et la Russie. Enfin, jusqu'à maintenant, pour l'instant, vous aviez l'Asie qui était plutôt qui prenait la température, et vous aviez donc tout le pétrole lié aux alliés russes et tout le pétrole lié aux alliés américains. La Chine, elle est en train de faire basculer complètement tout l'échiquier géopolitique si elle taxe le pétrole américain, tout simplement parce que derrière, la Chine va aller se fournir chez tous les opposants militaires des Américains. J'aime autant vous dire que derrière, ça va être très moche pour les Américains, parce que non seulement tous les alliés américains vont perdre une quantité astronomique de financement chinois, de deux, c'est la fin du pétrodollar, puisque si la Chine dit « Ok, moi je vous emmerde, on n'achète plus le pétrole en dollars, maintenant je vais l'acheter en yuan, et je vais aller l'acheter à l'Iran », c'est non seulement un gros pied dans le cul aux Américains, et puis c'est surtout que c'est la fin à terme de l'hégémonie du dollar qui vient de se mettre en place. Moi, je vois ça comme une série de dominos. Et là, je me dis, bon, c'est pas encore mis en place, hein, ça n'a été qu'une rumeur, mais normalement, ce truc-là, ça fait l'effet d'une bombe. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression, la vision que j'ai pour l'instant, c'est que je vois un mec qui a pris son briquet et qui vient d'allumer une mèche. Et là, moi, je suis en train d'essayer de voir où mène cette mèche, et je vois derrière qu'il y a juste un tas énorme d'explosifs, et j'essaie juste de savoir quelle est la longueur de la mèche pour savoir à peu près sur quel timing tout ce merdier va partir en vrille. Mais là, c'est les premiers dominos qui commencent à tomber. Et derrière, c'est moche, parce que il faut vous dire une chose, c'est que s'ils commencent à taxer le pétrodollar, ils vont derrière dire qu'il faut arrêter de trader l'or en dollars, tout simplement parce qu'en fait, ils vont dire, ok, en fait, l'or, c'est nous qui l'avons, voilà les réserves d'or qu'on a en Chine, et c'est nous qui sommes les premiers possesseurs d'or dans le monde, donc on va demander à l'arrêt de la cotation des contrats en or, dollars, tout simplement. Donc vous aurez tout simplement un arrêt de l'or papier à Wall Street, c'est-à-dire que l'or ne sera plus traité en dollars sur la partie spéculée à Wall Street, voilà. Et ça, c'est mort, hein. Et puis derrière, c'est quoi les prochaines étapes? C'est tout simplement l'arrêt du dollar sur la scène internationale. C'est-à-dire que les échanges internationaux ne se feront plus en dollars. Les échanges avec la Chine se feront en yuan et non plus en dollars. C'est-à-dire que les Chinois vont probablement imposer leur yuan comme étant un équivalent dollar, et tout simplement, la suprématie du dollar précédente sera complètement out. Et autant vous dire que pour l'instant, les investisseurs, ils spéculent sur quoi? Ils achètent du dollar pensant que c'est la valeur refuge, que c'est là qu'il faut aller, que c'est tranquille. Donc on n'achète pas de gold, on achète du dollar. Du coup, on attire tous les capitaux à Wall Street. Voilà, je vous dis, le scénario, c'est contre-pied brutal. Wall Street se pète la gueule. Le dollar s'effondre parce que les Chinois mettent en place leur échiquier. Et c'est échec et mat. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, là, moi, je vous l'ai dit, et je vous l'ai donné hier, je vous l'ai mis sur Twitter. Pour moi, s'ils mettent en place cette mesure
à taxer le pétrole américain, c'est tout simplement, sur l'échiquier, l'Amérique vient de perdre sa dame, et là, entre guillemets, derrière, il commence à être sérieusement dans la merde. Donc, faites très très attention à ça. C'est extrêmement dangereux ce qui se positionne pour l'instant à Wall Street. En tout cas, moi, je vous dis, les dominos que je vois tomber sont clairement en faveur d'une réduction excessive du risque à faire pour ne pas être exposé à un potentiel cataclysme à venir la semaine prochaine. Mais ce que je vois, c'est que Wall Street, pour l'instant, ils ont juste envie de faire des gains et on va les laisser. Moi, je vais les laisser faire. Je ne prends plus part aux hausses. Par contre, évidemment, j'attends patiemment que la baisse se mette en place. Alors, l'expérience, quelle formation, études en informatique? C'est pas l'informatique qu'il faut faire, c'est des mathématiques aujourd'hui pour faire des algos. Voilà, j'ai du mal à avoir de la visibilité. Pourrais-tu me donner ton avis dessus? Ah, le blé. Ah oui, ok, d'accord. Alors, je vais t'expliquer pourquoi je ne traite pas le blé. Tout simplement parce que j'ai eu, moi, à la base, j'ai plusieurs formations, en fait, mais j'ai aussi un BTS agricole. Et donc, j'ai évolué dans le milieu de l'agriculture. Je connais très bien le secteur. Et j'ai un immense respect pour les agriculteurs. Et je peux te dire que la spéculation sur les denrées alimentaires, c'est un truc que je ferai jamais, pour une raison éthique, parce que tout simplement, la spéculation sur ces trucs-là, c'est ce qui fout complètement la corde autour du cou des producteurs. Et honnêtement, ces mecs-là, moi j'ai un respect immense pour ce qu'ils font, et jamais de ma vie je m'attellerai à jouer contre eux. Voilà. Alors après, c'est un pur biais psychologique, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est hautement discutable, mais j'ai comme ça des biais éthiques sur lesquels je suis absolument pas prêt à discuter, et celui-là, il est clair que je ne traiterai jamais le blé, le blé, l'orge, tout ce qui va être de toute façon denrées alimentaires, je ne spéculerai jamais là-dessus pour un biais éthique. Je recommence avec le même capital chaque année. Bon, j'ai toujours donné 50 000 euros. Voilà. Et ça veut dire quoi, levier 7? Ça veut dire que quand un actif bouge d'1%, moi, mon capital bouge de 7%. C'est le cas pour l'instant sur la UDNZD, c'est-à-dire que quand la UDNZD prend 1%, je prends 7% de gain sur le capital. J'ai un prix de revient moyen à peu près par là, hein, sur la UDNZD. Donc vous voyez, on est déjà à 2% de hausse. Vous savez à peu près combien je gagne sur la UDNZD. Voilà, c'est lui qui me fait survivre, hein. Encore une fois, je ne le cache pas. En ce moment, les scénarios ne se passent pas bien. J'enchaîne les ratés sur l'ensemble des scénarios spéculatifs, mais il y en a toujours un qui fonctionne très bien, c'est celui-là, et grâce à lui, je me gave. En tout cas, je parviens à combler la perte potentielle. Maintenant, pour l'instant, je ne vous le cache pas, à ce moment, il y a plusieurs journées qui terminent dans le rouge à cause des journées de détente de risque, puisque j'ai un portefeuille très orienté vers le risque. Donc des journées comme hier, où on détend le risque, on vend le VIX et tout ça, forcément, c'est des journées qui ne se passent pas bien pour moi. Hier, j'ai encore clôturé dans le rouge, malgré la hausse de la UDNZD. Voilà. C'est pour vous donner des ordres de grandeur, hein. Donc c'est clair, en ce moment, je me fais bien défoncer, mais c'est des séries noires, tout comme j'ai des séries blanches, hein. Voilà. Début de l'année, ça a été une énorme série de gains, complètement folle et rocambolesque. Là, je paye un peu le contre-coup de tout ça, avec des séries un peu noires. Rassurez-vous, hein, mon compte là, il est très largement en positif cette année. De toute façon, j'avais fait ma performance annuelle en mars. Donc, il faut vous dire un truc, c'est qu'en mars, j'avais déjà doublé la taille de mon compte. Donc maintenant, je rends un peu une partie de ces gains, mais je m'attends à ce que la fin de l'année soit de nouveau positive pour terminer sur au moins une année normale, c'est-à-dire 100%, ou une année un petit peu plus grande et un petit peu plus intéressante. J'aimerais bien terminer cette année quand même sur un grand cru. Mais on verra, hein, si je me fais défoncer encore à Wall Street jusqu'à la fin de l'année, théoriquement j'aurai une année normale ou moyenne, mais rien de plus. Voilà. Donc patience pour l'instant, pas de surspéculation. Je laisse Wall Street prendre sa décision. J'ai joué mes cartouches spéculatives la semaine dernière, ça n'a pas fonctionné. On va voir si c'est cette semaine ou la semaine prochaine que ça se met en place. Donc je surveille les différents niveaux de support que je vous ai cités. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de semaine, un bon week-end, une bonne semaine prochaine et on se retrouve donc dans 2 semaines pour le retour de ces émissions.